Radio Tennis Play. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, les joueurs sont prêts. Un petit peu de silence. Merci. Un bazar en coulisses comme sur le court. Comme il a été bon à suivre ce Masters 1000 de Madrid. Polémique à propos des cours bleus, plus proche d'une patinoire que de terrain de tennis, défaite improbable de Rafael Nadal, attitude plus que contestable de Novak Djokovic en quart de finale et victoire finale de Roger Federer qui retrouve la place de numéro 2 mondial. Le scénario de ce tournoi a été formidable avec aussi, chez les dames, le succès de Serena Williams. On va bien sûr décortiquer ce tournoi pas comme les autres, mais dans un premier temps, nous allons cuisiner aux petits oignons notre invité du jour qui est juste à ma droite, Julien Beneteau. Salut Julien, merci d'être venu jusqu'à nous, nous sommes ravis. Toi qui t'es bloqué le pied sur la terre rouge de Monte-Carlo, tu n'as donc pas pu aller glisser sur la terre bleue de Madrid, mais qu'as-tu retenu de ce tournoi en 2 mots ? Effectivement, il y a eu des gros problèmes de surface, notamment en termes de glissade. On voyait des glissades qui n'étaient pas contrôlées, les joueurs ne pouvaient pas s'arrêter. Et que finalement, les conditions de jeu étaient vraiment différentes d'un tournoi sur terre battue. C'était pas qu'un problème de couleur de la terre battue. Il y avait aussi un problème de qualité de terrain. Donc je pense que ça a été un gros problème et ça va être un gros problème s'il ne change pas. Pour m'accompagner cette semaine, un capitaine qui, avec les beaux jours, multiplie les prouesses sur les cours. Salut Jean-Paul, quelle est ton image donc de ces jours derniers ? C'est un petit peu dommage de devoir le dire, car le joueur est formidable, mais l'individu n'est pas toujours aussi respectable. L'image, c'est Djokovic qui balance son match, quoi. Je pense que le numéro 1 mondial, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il joue et auxquelles il est confronté, ne peut pas se permettre en quart de finale de donner le match comme ça, même si c'est un copain, en l'occurrence c'est Tipsarevic. Il avait prédit la victoire de Rafael Nadal à Madrid sans que l'Espagnol ne perde une manche. Il s'est planté dans les grandes largeurs. Mais il est parfois bon d'avoir tort. Salut Julien Pichenet. Je reconnais mon pronostic foireux. Il gagnera Roland-Garros sans perdre un set. Ça, je reste là-dessus. Alors, moi, c'est sa défaite, mon image de la semaine. Ce regard dépité en regardant Verdasco qui, lui, était allongé par terre, ivre de bonheur. Oui, après, comme s'il avait gagné le tournoi. Effectivement. Ouais. Me concernant, je voulais évoquer le record de vitesse au service battu par un joueur pas très connu, c'est Samuel Gross, 340e mondial, qui est australien. Il a servi une première balle à 263 km/h lors d'un tournoi Challenger à Busan, en Corée du Sud. C'est 12 km/h de plus que le précédent record détenu par Ivo Karlovic. Alors, je sais pas, moi j'étais un petit peu étonné. Visiblement, l'ATP va valider ce record. A priori, le radar utilisé était donc conforme aux normes. Gross, australien, dont la plus belle perf... Samuel Gross-Berta. Voilà, Samuel Gross-Berta, c'est facile, dont la plus belle perf avait été réalisée sur le circuit féminin. C'est l'ancien mari de Jamila Gajdozova, la joueuse australienne. Allez, vous connaissez l'équipe, vous connaissez le programme. Radio Tennis Play, saison 1, émission 15. C'est parti. Radio Tennis Play. Julien, on va commencer par toi. Première question, bien sûr, toute simple. Comment vas-tu et où en es-tu de ta rééducation, à la fois de ton coude cassé et de ta cheville ? On rappelle que tu t'es bloqué le pied à Monte-Carlo lors de ton match contre Andy Murray. Et puis toi, ça a été la double peine, à la fois la cheville et le coude qui s'est cassé au moment de ta chute. Donc, où en es-tu au jour d'aujourd'hui ? Ouais, ça va mieux, effectivement, cette double peine m'handicape, car si j'avais eu que l'entorse de la cheville classique, je serais certainement à Rome cette semaine. Donc le problème, c'est mon coude qui a été fracturé sous le choc de la chute. Et pour ça, je dois attendre que la calcification de mon os se fasse bien, pas prendre de risques. Donc aujourd'hui, la consolidation se fait bien, ça suit son cours, il n'y a pas de retard.
Demain soir, je dois avoir d'autres spécialistes pour certainement prendre une décision par rapport au tournoi de Roland-Garros et pour aussi prendre une décision par rapport à une date de reprise pour savoir si je peux commencer à retaper la balle doucement ou alors si on attend une dizaine de jours de plus pour que ce soit bien consolidé. Donc, a priori, ça sent plutôt la saison sur gazon plutôt qu'un retour à Roland-Garros ou c'est pas encore complètement acté? C'est pas acté, définitivement. C'est plus la tendance. Maintenant, je progresse chaque jour. J'arrive à faire de plus en plus de choses en rééducation, en musculation sur mes bras, notamment sur mon bras droit tous les jours sans avoir de douleur. Donc, c'est plutôt des signes encourageants. Mais encore une fois, je vais laisser vraiment les médecins que je vais voir demain me donner leur avis et je les suivrai, je les respecterai. Donc, s'il y en a qui me disent non, mais on peut tenter, tu peux reprendre, ça n'a pas de risque pour ta classification, elle est bien, ça va bien se faire. Je vais le tenter parce que je serais bête d'essayer de me priver de ça. Mais s'ils me font comprendre que ça sert à rien, c'est trop juste, attends 10 jours et puis tu seras bien après, je ferai ça. Alors ça ressemble à quoi une journée d'un joueur blessé comme toi qui a comme programme essentiellement de la rééducation donc... Ouais, je fais de l'entraînement. Physiquement, je peux m'entraîner aussi, donc c'est pas que de la rééducation pure et dure. Je peux refaire un peu de musculation, de la course, des footings, du vélo. Donc je m'entretiens physiquement, plus des séances de rééducation spécifiques sur la cheville et sur le bras. Plus des soins. Mais t'as toujours pas tapé la balle depuis mais j'ai toujours incident. pas tapé la balle depuis un mois, donc un peu plus ouais, d'un mois. Un peu, ouais, 3 semaines et demie ça fait là. D'accord. Ouais. Ça fait 3 semaines et demie. Donc voilà, et puis on en profite pour régler les choses qu'on n'a pas le temps de régler quand on est sur le circuit toute l'année, de répondre favorablement aux demandes d'interview, aux demandes de radio. Donc voilà, on s'occupe. Bien, on s'occupe. J'ai des journées qui sont quand même qui sont chargées et c'est bien parce que ça me permet justement de rester en activité et de continuer à travailler. Est-ce que tu suis beaucoup le tennis à la télévision ou tu préfères couper? Est-ce que tu regardes un petit peu ce que font les copains et les collègues, entre guillemets, ou est-ce que c'est un peu difficile? J'ai un problème, c'est que j'ai pas la chaîne qui diffuse le Masters 1000 comme 95% des Français. Ça va changer. Donc ça va bientôt changer. A priori, les Masters 1000 vont revenir sur Canal+ et compagnie. Donc ça, ce serait déjà une bonne chose. Mais donc du coup, non, je suis tombé sur le dernier set de Joe contre Dolgopolov. Mais autrement, j'ai pas vu beaucoup de tennis depuis, quoi, malheureusement. Malheureusement. Donc, c'est pas, je veux dire, l'envie de couper et de te dire non, ça me fait un peu mal de voir les autres qui jouent et qui galopent partout, pas du tout. Non, j'ai pas ce ressenti que si je vois du tennis à la télé. Après, je vous l'avoue, il y a des matchs, je préfère regarder autre chose à la télé que regarder certains matchs de tennis. Hein. Non, très bien. Donc, s'il y a un match de français sympa ou un gros match, j'aurais bien aimé, par exemple, tomber sur le Nadal-Verdasco à la fin, parce que ça m'aurait intéressé de voir, des trucs comme ça. Forcément. Tu regardes les résultats sur le site de l'ATP, j'imagine. Ouais. Pas tant que ça. Ouais. Quand je joue pas et tout, je suis pas en train de regarder, tiens, un tel a fait ci, il a fait ça, il va prendre tel point et tout. Je suis pas dans ce registre-là. Après ta blessure au poignet en 2010, donc c'est rebelote, mais malgré tout, enfin en tout cas tu vas nous dire, vu de l'extérieur, j'ai le sentiment que tu as accueilli ce nouveau pépin avec pas mal de philosophie. Malgré tout, tu sais combien c'est difficile de revenir au plus haut niveau quand on a été blessé. Ouais. En même temps, Et puis c'était quand même un moment de ta carrière où tu jouais formidablement, t'étais... Ça c'est dur parce que tu avais ton meilleur classement, ça m'a coupé un peu dans un élan où j'aurais pu encore profiter de 3-4 semaines avant Roland-Garros pour monter encore en puissance, gagner des matchs, monter au classement certainement. Donc, et arriver à Roland-Garros en étant tête de série, en étant dans de bonnes dispositions. Forcément c'est dur. Maintenant, j'ai pas d'autre choix que de le prendre comme ça et de pas ressasser. Je vous cache pas que si jamais je peux pas jouer à Roland-Garros, forcément pendant le tournoi, le début du tournoi, je l'appréhende un peu parce que là, pour le coup, moi depuis que je suis joueur professionnel, depuis 2002, j'ai pas loupé un tournoi. J'ai eu la chance d'être à chaque fois qualifié dans le tableau final et de voir les Français sur le Châtrier, sur le Langlaine.
jouer des matchs exceptionnels avec un public fabuleux et que moi, du coup, là, pour le coup, je serais vraiment spectateur. Je pense que forcément, ça va me faire quelque chose. Mais après, j'essaie de rester concentré sur moi, de faire tout ce que je peux. J'ai petit espoir de pouvoir être joueur Roland-Garros, je le garde. Maintenant, je sais que c'est infime. Et autrement, j'essaie de bien récupérer, de continuer à m'entraîner parce que j'étais dans une très bonne forme physique et au niveau du tennis, mais de garder ce niveau physique que j'avais pour reprendre, j'espère, au plus tard sur gazon et repartir de plus belle sur cette année, quoi. Est-ce que le fait que tu aies 30 ans, évidemment, beaucoup de maturité en tant que joueur, t'aide à accepter ce qui t'arrive ? Ouais, ça m'aide. Et puis aussi, j'ai été relativement épargné par les blessures tout au début de ma carrière. C'est vrai. Donc, j'ai de la chance par rapport à ça. Je touche du bois, mais le seul truc, c'est que là où j'ai pas de chance, c'est que mes 2 blessures tombent à des moments qui me privent de 2 événements exceptionnels, que ce soit une finale de Coupe Davis ou des Jeux Olympiques. Donc, ça, c'est le plus dur à digérer, mais bon, c'est comme ça. Il y en a qui ont des blessures plus longues ou qui n'ont pas pu revenir ou qui ont dû arrêter ou qui ont chuté au classement. Pour l'instant, c'est pas mon cas et il n'y a aucune raison pour que dans les semaines qui viennent, quand je vais pouvoir enchaîner les matchs et les entraînements, je ne revienne pas au niveau auquel j'étais. Parce que par rapport à l'été dernier, tu as fait une progression fulgurante. Tu étais sorti des 100 premiers, il me semble. Ouais, il y a eu un déclic à Winston-Salem où tu gagnes 8 matchs de suite, il me semble. Qualification complète. C'est vraiment le moment où les choses reviennent pour toi, ce tournoi c'est un américain. petit peu avant. C'est à Hackstatt l'année dernière. Je fais quart contre Verdasco. Je perds en 3-7. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu, que j'avais pas fait que j'ai pas eu de bonnes victoires de suite. Et puis ce jour-là, contre Verdasco, je paume et à la fin du match, je me dis putain, mais j'avais tout pour gagner. Aujourd'hui, j'étais un peu plus fort que lui. J'étais tennistiquement et parce qu'il me manque 2-3 matchs, 2-3 trucs. Et à la fin de ce match-là, j'ai envoyé un message à mon entraîneur qui était en vacances. Je lui ai dit écoute, j'ai l'impression que ça revient vraiment. Si on arrive à bien bosser avant le tournoi de Cincinnati, sur une surface qui me convient bien, etc. Ton entraîneur Loïc Courteau, je le précise. Et je lui ai dit, je pense que ça va le faire. Et à Cincinnati, je me suis qualifié, j'ai passé un tour. Je perds contre Nadal. Match extrêmement serré. C'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là, pardon. Là, c'est 6-4, 6-4, je crois. Ouais. Je perds en 2-7, 6-4, 7-5, mais je fais un bon match. C'était pas un gros Nadal, mais je fais quelque chose de solide. Et après, effectivement, j'enchaîne avec la semaine d'après où ça confirme que que je chantais le truc, quoi. Et en quelques mois, tu gagnes 70 places au classement. J'en gagne. Là, t'es 32, 33. Ouais, j'ai fait 110, 26. Pardon. J'ai fait. Précis. Ouais, j'ai gagné 80 places même. Ouais. Jean-Paul, hors antenne, tu me disais il y a quelques jours tout le bien que tu penses de Julien et combien tu étais peiné de l'avoir vu se blesser à Monte-Carlo. Oui, je l'ai même dit à l'antenne. Lorsque j'ai vu cette blessure, ça m'a vraiment... C'était l'image que j'avais retenue. Ça m'a beaucoup peiné pour beaucoup de raisons que je ne vais pas dire là pour ne pas gêner Julien. Mais j'aime ce joueur, j'aime le personnage. Il est net, il est clair, il a pas de chance depuis 2 ans. Il en a eu avant parce que il n'a pas été atteint par les blessures, mais il n'y a pas pire chose pour un joueur de haut niveau que la blessure, surtout à un moment où j'ai eu le sentiment, il vient de le dire Julien, il comprenait son tennis, il le sentait entre la défense et l'attaque, ce qui est toujours compliqué pour un joueur, c'est de savoir comment s'y prendre sur toute surface. Et là, j'avais le sentiment qu'il avait bien saisi la manière dont il pouvait exploiter son jeu. Et je regrette quand je vois le set qu'il fait contre Murray, où il fait jeu égal, c'est le 4e, c'est un des 4 de la tête du tennis mondial, dont tout le monde dit qu'ils sont intraînables. C'était un très bon bras de fer, on était à 5-5 Donc c'est pas le seul match où il joue le plomb. Là, il s'affirme de plus en plus et ça m'a carrément à la fois agacé et peiné. Donc voilà, maintenant, c'est terrible pour un joueur de ce niveau d'avoir ce type de blessure, mais comme il est à la fois très sérieux, qu'il a une vie réglée, qu'il n'est pas dans la débauche... C'est jamais. ni d'hygiène alimentaire, ni autre. Je lui ai fait confiance pour revenir et j'aimerais bien qu'il arrive à accrocher ces 10 meilleurs mondiaux, là. Ça me plairait bien.
Mais 30 ans, c'est le bel âge. La vie ne fait que commencer. J'en sais quelque chose, moi je suis dedans. C'est l'âge moyen dans le top 100 maintenant, 30 ans. Hein, Oui, quasiment. Ça va. Ouais, c'est vrai. Julien, un autre sujet qui te concerne, évidemment, c'est la Coupe Davis et le choix du futur capitaine. Où en est ta réflexion, toi ? Est-ce que ton idée est faite ? Est-ce que vous avez eu l'occasion, entre joueurs, d'échanger ? Toi, on a échangé. Où en es-tu ? Nous, on a échangé à Monaco. On n'était que 4 joueurs parce qu'à ce moment-là, Richard et Gaël étaient absents. Donc, ce qui avait été décidé, c'était qu'on se revoit à 6 à Madrid. Ils se sont vus à 5, du coup, parce que moi, je n'étais pas. Tu les as eus au téléphone, peut-être ? Je les ai eus au téléphone, certains d'entre eux. Je sais qu'ils ont dû se revoir hier soir à Madrid. Moi, par rapport à il y a entre guillemets un candidat, mais j'aime pas employer ce mot, mais un ancien joueur qui se détache pour moi. Il y en a qui partagent le même avis que moi. Il y en a d'autres qui partagent pas le même avis, qui préféreraient une autre personne. Voilà, donc on n'est pas non plus dans l'urgence de vouloir décider tout de suite. Je pense que de toute façon, comme l'a dit aussi Jean-Guy Chassin, la fédération va non seulement avoir son mot à dire, mais on est dans le processus de nomination va certainement être importante aussi. Donc je pense que dans les semaines qui vont venir, il va y avoir des discussions entre les joueurs, entre peut-être les capitaines possibles et aussi les dirigeants de la fédération pour savoir dans quel processus ils veulent adopter, dans quel état d'esprit, sur quelle base, sur quelle valeur ils veulent que le capitaine s'inscrive. Donc par rapport aux discussions que vous avez eues, il y a, on va dire, 2 noms maintenant qui se détachent. Ouais, il y a 2-3 noms. 2-3 noms. Ouais. Ah oui, donc il y a quand même encore un petit débat. Et tu as le sentiment quand même que vous allez arriver à un consensus ou ça va être un petit peu compliqué ? Non, je pense pas que ce soit compliqué. Il y aura, à mon avis, il n'y aura pas l'unanimité, ça c'est sûr. Après, donc à partir de là, soit il y a des joueurs qui disent ok, bon bah écoutez, une majorité de joueurs qui voudraient ça, donc on se plie à la majorité de joueurs et puis on avance. Soit il y a vraiment une parité entre guillemets et que c'est difficile pour les joueurs et peut-être que la fédération aidera à trancher et prendra ses responsabilités, à mon avis. Capitaine. Oui, c'est bien comme principe parce que à un moment, il faudra, s'il n'y a pas unanimité chez les joueurs, ce qui peut arriver, il faudra que la fédération, elle, fasse valoir sa voix pour dire, voilà, cet homme-là ou cette femme-là, elle représente toutes les valeurs que nous voulons qu'un capitaine représentatif du pays, de la fédération, des joueurs et du tennis possède. Et à partir de là, elle mettra, si c'est nécessaire, son avis, et puis ça tranchera. Mais je crois que là, on est quand même dans une phase disons, le comportement des uns et des autres qui fait que la décision ne devrait pas être trop compliquée. Il y a quand même 2-3 candidats qui sont parfaitement placés dans cette orbite-là, des valeurs que représentent ou qu'ils doivent représenter. Et en plus, avec la sympathie des joueurs, je pense qu'on doit à peu près avoir la même idée sur le sujet. Ton idée, on la connaît, parce que tu l'as donnée ici. Toi, tu votes Arnaud Clément. Moi, je l'ai salué. Moi, j'ai dit salut, Captain. Alors. Toi qui t'entends bien avec Amélie Mauresmo, est-ce que tu fais partie de ceux qui la verraient à la tête d'une équipe masculine ? Est-ce que toi, ça me choquerait pas. Enfin, je veux dire... T'en as un petit peu parlé avec elle ou pas ? Non. J'en ai pas parlé avec elle, mais ça me choquerait pas parce que même si elle, entre guillemets, le tennis masculin, elle l'a pas côtoyé. Déjà elle voit de plus en plus de matchs du circuit masculin, plus que quand elle était joueuse. Et puis elle a une connaissance, une expérience d'émotions fortes. Dans les deux sens, des émotions positives comme négatives, d'une gestion d'un grand événement
qui peut être utile à n'importe quelle équipe dans le tennis, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Donc moi, voilà, c'est pas le fait qu'elle soit une femme, ça me rebute pas à me dire non, elle connaît rien, ça sert à rien, non. Là où ça peut être compliqué, moi je suis de l'avis de Julien, c'est dans les vestiaires. C'est un petit problème. Il se passe des choses étranges par moment. Mais c'est comme les capitaines masculins qui sont chez les filles, je sais pas comment ça se passe dans les vestiaires. Mais elles sont plus tranquilles que les bons hommes. Hein. Peux-tu sortir? Je vais prendre ma douche. Bon, Julien, merci encore de nous accompagner tout au long de cette émission. On va maintenant passer à l'actualité de la semaine, à savoir le splendide tournoi de Madrid. Tu interviens quand tu veux. Tu peux leur couper la parole, évidemment, si tu es atterré par les propos de mes petits camarades. Tu es ici, chez toi. Radio Tennis Play. Alors, ce tournoi de Madrid, on y arrive. Il s'est passé tellement de choses qu'on ne sait pas trop par où commencer. Bon, on va peut-être attaquer avec l'état catastrophique des terrains, évidemment, indigne d'un tournoi de ce calibre, car ce qui est en cause ici, ce n'est pas la couleur, évidemment, mais tout simplement la qualité et le fait que les cours soient extrêmement glissants. C'était limite dangereux. Cela dit, les cours de Madrid, même quand ils étaient rouges, tu pourras peut-être nous le confirmer, Julien, étaient quand même pas très extraordinaires. Finalement, ça changeait pas. Et puis, ils étaient aussi extrêmement rapides. On a servi 20% d'ace en plus que l'année passée. C'est assez incroyable quand même, d'une année sur l'autre pour un même tournoi. Julien, je sens que tu bouillonnes. Il est dans les starting blocks. Ah ouais, ça fait 2 heures que tu nous en parles. C'est un sujet délicat, c'est très compliqué. Je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on va dire, parce qu'on n'a peut-être pas assez de recul, mais en tout cas, ça a été le Masters 1000 le plus passionnant depuis des mois. Ça, c'est clair et net. En tout cas, tout le monde en a parlé, même des gens qui n'en ont rien à faire du tennis. Mais là, sur le cas particulier des terrains. Donc, sur le cas particulier des terrains, tout le monde a ses raisons. Thiriac et son équipe ont tenté des trucs. Ce qui est un peu bizarre, c'est que ça avait l'air un peu expérimental en cours de tournoi. Ils reconnaissent que les terrains sont pas bons. Ils prennent une nuit, je crois, pour essayer de rétablir la situation. C'est très, très particulier. Les joueurs qui râlent aussi. Chacun a ses raisons. Donc, finalement, c'est pas très bien quoi dire. Mais c'est intéressant quelque part, parce que on tente un truc, ça marche pas. Adaptez-vous, alors sinon crevez. C'est un peu une illustration expérimentale de la théorie de Darwin, ce tournoi de Madrid. Non, mais c'est vrai. Il faut s'adapter. C'est les espèces qui parviennent à s'adapter, qui s'en sortent et qui survivent. Et là, c'est Federer qui s'en est sorti parce que c'est le plus chevronné de tous. C'est parce que c'est Serena. Et c'est Anna Williams, mais il s'est pas plaint une seule fois, Federer. Donc voilà. Pas mais trop. On est passé à 2 doigts d'avoir une finale type Sarevich Berdych, parce que si Federer avait perdu au premier tour contre Raonic, là on aurait ça aurait moins fait rire Thiriac. Une explosion. Voilà, ouais. Mais bon, il y avait quand même encore du monde à la fin. Ce que je reproche à Nadal et Djokovic, et c'est là que je vais peut-être allumer la mèche d'un débat, c'est de ne pas savoir perdre en silence. Voilà. Et Nadal fait une affaire de sa défaite. Alors d'accord, cette surface, il l'aime pas. C'était trop glissant pour lui. Ok, il avait des problèmes pour se placer, pour se positionner, pour ses coups. Ça, on a très bien compris. Mais aucun coup de chapeau à Verdasco après le 8e de finale perdu. On va revenir sur ce match parce que c'était incroyable. Voilà, le tournoi, ils sont pas propriétaires du tournoi de Madrid. Il fait ce qu'il veut avec sa terre battue, Thiriac. Ça lui convient pas. Bon, faut juste qu'on ait à 15 jours de Roland. On est à 15 jours de Roland. Alors oui, c'est pour ça que c'est une expérience un peu brutale. On passe d'une terre battue normale à une terre battue anormale et on revient à une terre battue normale cette semaine à Rome. Ok, c'est pour ça que je dis c'est très compliqué. Mais d'un autre côté, est-ce qu'il faut vraiment à chaque fois râler comme l'a fait Nadal après? On y reviendra sur les cas de Nadal et de Djokovic. Julien, tu as peut-être eu tes petits camarades au téléphone sur le sujet. Ils t'ont parlé un petit peu de la surface. Ouais, c'était injouable. Il y a 2 choses. Il veut pas changer. Il change de date. C'est pas un tournoi sur terre battue. Donc il le met après l'US Open. En plus, ça nous évitera d'aller en Asie, ce sera très bien. Il change rien. Et là, on sait que c'est pas un tournoi sur terre battue, c'est un tournoi sur une couleur bleue, particulier, dans des conditions particulières. On peut un peu glisser, quoi. Voilà, mais c'est exactement ça. Non, mais il faut savoir que les 3 terrains, parce que déjà, dans leur Cara Magica, là, il y a 3 terrains. La boîte magique. Il y a 3 terrains qui sont plus ou moins avec un toit rétractable, et après, il y a des terrains à l'extérieur qui sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que là, ça ressemble un peu de la terre battue. Ces 3 terrains, en fait, il faut savoir, là où c'est le tournoi de Madrid, de toute façon, est une ineptie totale. Comme le fait qu'Indian Wells et Miami soient sur 1 mois, ces trucs de l'ATP, ça qui sont scandaleux. Parce que on est censé préparer Roland Garros, jouer à Madrid en Espagne en plein air. En fait, il faut savoir que c'est comme si on jouait en salle avec un toit qui s'ouvre. On joue pas dehors avec un toit qui se ferme. C'est une nuance qui est hyper importante. Et en altitude. En altitude. C'est-à-dire que c'est comme si on jouait à Bercy. 600 mètres d'altitude. C'est comme si on jouait à Bercy avec une dalle de béton.
et que là-dessus, ils essayaient de construire un court en terre battue. Sauf que nous, on l'a réussi à le faire pour des finales de Coupe Davis parce qu'il y a un vrai savoir-faire, et que là, eux, ils n'y arrivent pas parce qu'ils ne veulent pas mettre une couche suffisamment épaisse ou je ne sais pas quoi. Et la terre, ils expliquaient, elle ne tient pas, elle devient poussiéreuse. Et en fait, ce ne sont pas du tout des conditions de jeu, même quand les terres battues étaient ocre, on a l'impression de jouer en salle, ça résonne, il y a très peu d'ouverture, surtout sur le 2 et le 3. Tournoi, à part sur le central, sur certains matchs où il y a du monde le soir, etc., c'est vide. Ouais. Vous avez vu les matchs sur le cours numéro 2, numéro 3, c'est vide. Les conditions de jeu. Franchement, Thiriac qui va en faire un grand chelem, dépasser le truc. Ah bah c'est fini là. Non mais là, donc là, Là, au moins, on est fixé non mais là-dessus. là, c'est terrible. Donc la Terre bleue n'a fait qu'aggraver une situation déjà critique au Oui. départ. Voilà. Mais à quoi ça sert finalement cette Terre bleue? Pour qu'on voit mieux à la télé, on est habitué à la Terre rouge, Jean-Paul. Ça fait des années, des décennies qu'on voit ça. Non, mais je crois qu'il C'est y a un pas- gadget en fait. Je sais pas pas ce qu'il a grand-chose voulu à faire. rajouter à ce que Julien vient de dire. Il vient de disséquer cette affaire à la De perfection. découper en rondelles Voilà, le tournoi de La Madrid. seule Non, chose, mais, ouais. non, mais il a expliqué exactement ce qui se passait. La seule en fait, chose ouais. que je rajouterais, c'est que Thiriac a annoncé, c'était dans le propos de Julien, qu'il voulait faire un 5e Grand Chelem. Il s'est saisi de tous les ingrédients publicitaires pour essayer d'y arriver, et il s'est trompé sur la date du tournoi. Peut-être qu'aurait-il fait ça en septembre ou octobre, il aurait peut-être pu faire un Grand Chelem, un 5e, pourquoi pas, avec une arène formidable, enfin tout ce qu'il y a autour. Mais là, c'est juste impossible. Bon, Julien l'a expliqué, je ne veux pas revenir là-dessus. En tout cas, il méritait peut-être pas de se faire siffler, Jan Thiriac, comme ça a été le cas dimanche au moment de la remise des prix. Nadal s'en est plaint de Jan Thiriac, mais s'il avait joué Jan Thiriac dans les années 70, Nadal, je pense qu'il se serait encore plus plaint que ça. Parce que là, c'est tout gentil la Terre bleue à côté de ce qu'il était capable de faire Jan à 4 ans maintenant. Je pense qu'il n'aurait pas eu l'occasion de se plaindre de grand-chose. Il se serait pris 2 roues. Non, mais on n'en parlait plus. D'accord, à ce niveau-là. Voilà. Ah, il a oublié. Hein, voilà. Il a oublié une chose qui est primordiale. Écoutez les joueurs. Non Ouais, Ça, mais les conditions de jeu. Il a oublié les conditions de jeu. Il a tout fait autour, il a oublié les conditions de jeu. Pour la part d'un ancien joueur, pour moi, alors j'ai aucun conseil à lui donner parce que on a l'impression quand même que, Ah, il a dit, hein, que dans le business, il a plutôt réussi tout Oui, ce qu'il ça a va. fait. Donc chapeau, et il n'y a rien à dire là-dessus. Il faut rappeler Mais ça là- des hommes les plus riches du monde. Ouais, voilà. Donc fabuleux. Mais il a oublié les conditions de jeu, il a trop voulu changer. Et alors, voilà, comme je dis, il faut qu'il change de date. Et là-dessus, il n'y aura aucun souci. Une question que j'ai à vous poser, Jean-Paul et Julien. Comment ça se fait, c'est un ami qui m'a soulevé cette question dans la semaine, comment ça se fait que Nadal et Djokovic sont les 2 meilleurs joueurs du monde et ce sont les 2 qui se sont le moins adaptés à cette terre? Comment ça se fait qu'ils n'y ont pas réussi? C'est uniquement dû à leur jeu, à leur type de jeu? Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'ils ils ont en profil, enfin, en ligne de mire Roland-Garros. Et ça fait maintenant 2 ou 3 ans que l'affaire dure et qu'ils sont pas contents. Nadal, c'est là qu'il se fait taper par Simon, non? C'est dans ce tournoi-là. Non, c'est à Madrid, mais Madrid c'était aussi. Quand il était Indoor, en oui. indoor, ouais. Bon, c'est pas le meilleur tournoi pas de le l'année. considérable, pour- C'est il pas le tournoi est- qu'il a le non. plus gagné. Ah non, il n'aime pas ce tournoi de toute Non, façon. il aime pas. Il l'a Federer déjà. a pas battu une finale. Oui, Si, oui, si, oui, si, oui, oui. oui. Mais tu sais, c'était après la demi contre Djoko qui avait duré presque 4 heures. Quatre Elle était- Ah non, il compte pas mal de Enfin défaites, bon, Nadal. il aime pas. Apparemment, il aime pas. Et, Ouais. il est content de dire que, dans la mesure où le cours est glissant, il viendra plus jouer. Et puis Djokovic, pareil. C'est dommage pour Thiriac, c'est un peu dommage pour les joueurs parce que finalement, ils sont mis dans une situation qui leur permet de faire des choses comme abandonner le match pour Djokovic, etc. Mais c'est pas bien, voilà. Il y a qu'à faire autre chose et puis on en sort. On peut quand même rappeler un petit peu ce qui s'est passé. Donc, c'est Fernando Verdasco qui a battu Rafael Nadal. Un match extraordinaire. Match extraordinaire. Nadal qui a mené 5-2 au 3e set. Il a servi 2 fois pour le match. Je connais pas d'autres matchs où Nadal sert 2 fois pour le match et Et perd. qui a raté un match Incroyable. extrêmement facile, tout près du filet. Et on a vraiment l'impression qu'il y a eu une cassure à ce moment-là. On peut quand même rappeler que Verdasco est simplement le 7e joueur à dominer Rafael Nadal depuis 2005 sur terre battue, après Igor Andreev, Gaston Gaudio, Federer, Juan Carlos Ferrero, Robin Söderling et Novak Djokovic. Le Mallorquin a subi sa 9e défaite sur cette surface en 224 matchs. C'est absolument ahurissant comme statistique. Dire à propos de ces 2 joueurs, en particulier Nadal, quand même, que l'ancrage qu'il a avec ce fabuleux jeu de jambes, ses reprises d'appui en bout de course, etc., sont pour lui
un des éléments majeurs de la réussite de sa performance sur terre battue. Et que si cet ancrage ne peut pas se faire selon ce qu'il désire, si à chaque fois ça cède un peu sous le pied, qui va 15, 20 ou 30 cm plus loin avec une petite glissade latérale ou 50 cm plus loin avec une glissade de face, il est évident qu'il perd une assez grande partie de son efficacité. Et ça, je pense qu'il ne peut pas le supporter. Est-ce que vous avez le sentiment que ce tournoi ne va être qu'une péripétie dans la saison de Rafael Nadal, qui va peut-être mettre tout le monde d'accord à Rome cette semaine et remporter Roland-Garros, comme tu aimes à le dire, Julien? Il gagnera Roland-Garros sans perdre un set. C'est ça. Péripétie, je ne sais pas, il ne faut pas le retrouver toujours des excuses. Djokovic, on lui a trouvé une excuse pour ses 4 défaites de l'année. Là. Donc on a l'impression qu'il n'a jamais parlé de perdu. Djokovic un petit peu plus tard. Nadal, il va être tête de série numéro 3. Alors, ça, c'est très intéressant. Effectivement, pour l'instant, il est 3e. Et donc, du coup, c'est pas pareil. Il va devoir battre et Djoko et Federer pour gagner le tournoi. Il n'aura pas qu'un seul à battre. Il ne peut pas être numéro 2 s'il gagne à Rome. S'il gagne à Rome, il peut peut-être pas passer. Il peut pas décaler numéro 2. Mais juste pour 2 secondes pour les deux joueurs, sur ce qu'a dit Jean-Paul, et je suis d'accord sur le fait que sur les contre-performances de Nadal et de Djokovic, mais elles ne sont pas les mêmes. Nadal, effectivement, c'est les conditions de jeu qui, sur cette surface-là, l'ont pas aidé, l'ont pas avantagé. Donc, il est moins bon que là-dessus, et je pense qu'à Rome, on va le voir, il sera en finale et il sera pas loin de soulever le trophée. Djokovic, moi, je pense que c'est différent parce que de ce que j'ai vu à la télé, je pense qu'il avait toutes les qualités tennistiques et de jeu de jambes pour régler tout le monde. Parce que ce que j'ai vu, c'est que dès qu'il y avait un mec qui prenait la balle tôt, dès qu'il y avait un mec qui agressait ou quoi que ce soit, c'était indéfendable pour l'autre. Ça glissait, contre-pied, etc. Djokovic, au retour, il est capable de prendre... C'est le meilleur retourneur du monde. Il prend la balle tôt à l'échange, il fait pas une faute. Il se déplace super bien, il est capable de glisser sur n'importe quelle surface, de maîtriser ça. Donc je pense que s'il avait voulu s'y habituer, il l'aurait fait. Sauf que Djokovic... Il voulait pas forcer ou... Ouais, parce qu'il a qu'un seul objectif, c'est de gagner Roland pour gagner les 4 à la suite. Là, il n'aura plus d'excuses. Et qu'il fait tout depuis le début de saison par rapport à Roland. Et que là, il s'est dit, bon, c'est bon, j'ai fait quart, ça sert à rien, je m'en vais, je retrouve la vraie terre battue et je me prépare pour Roland. Parce qu'autrement, il ne peut pas perdre contre Tipsarevic s'il veut vraiment sur cette surface. En tout cas, il a déjà autant de défaites raquettes en main que l'année dernière, en 2011, alors qu'on est qu'en mai, 4. Ouais. Julien, pour revenir 2 secondes à Rafael Nadal, que t'inspire ce joueur que tu as évidemment rencontré, que tu as battu une fois d'ailleurs, et quel regard vous portez, vous, dans le vestiaire sur ce phénomène? Pour moi, c'est de l'admiration et du respect. Ce qu'il fait avec... alors oui, de temps en temps, c'est vrai que après certaines défaites, il est pas... Mais c'est un compétiteur hors pair. Ouais. Il a une volonté de gagner, de sortir le meilleur lui-même et une attitude sur le terrain qui est exemplaire, quoi. C'est tout ce qu'on nous répète, ce qu'on nous apprend depuis qu'on a 12 ans jusqu'à... Et lui, il le fait tout le temps. Et lui, il le fait tous les jours, tout le temps. Ce qu'il a fait en Coupe Davis en demi-finale contre nous, 17 heures après avoir perdu... 17 heures après avoir perdu la finale du US Open qui était d'une intensité, d'un niveau de jeu incroyable, être avec ses copains, taper la balle pour voir comment elle court et puis être là le week-end et jouer à fond et apporter le point de la victoire. Ouais, c'est chapeau, quoi. C'est un exemple de sportivité et au sens, pas au sens fair play parce que de temps en temps, voilà, mais au sens... je pense qu'il n'y a pas un seul sportif au monde, dans n'importe quelle discipline, qui a une volonté de gagner plus forte que la sienne. Et ça, c'est un truc qui est vraiment admiratif et respectable. Il y a Paul-Henri Mathieu qui avait dit en 2006, après sa défaite à Roland-Garros, peut-être qu'il vient d'une autre planète, en parlant de Nadal. Je ne sais pas si vous avez des infos là-dessus. Il est bien né sur Terre, on le sait. Non, mais c'est sûr. Non, mais c'est vrai que effectivement, plus d'une fois, on se dit, mais c'est pas possible. Parce que là, il a gagné 6 fois Roland. Il va aborder ce Roland-Garros comme s'il ne l'avait jamais gagné, en se disant, je dois encore faire mes preuves. C'est ça qui est extraordinaire. Il va tout faire pour le gagner. Est-ce qu'il est blessé ?
Il a gagné 8 fois Monte-Carlo de Mais suite, il c'est peut ça? être blessé, il va gagner. Il va gagner 8 fois de suite. C'est parce que c'est pour vous dire que Julien Oui, il y a un pense running qu'il est gag. toujours blessé, Non, mais qu'il soit blessé ou pas, il gagne. Ah bah ça ne change rien, il faut pas Il l'écouter. se plaint souvent. Il se plaint comme l'année dernière. Oh, si je suis en deuxième semaine à Roland, ce serait vraiment déjà bien. Non, mais arrête, le mec, il a gagné. Ah, le mais alors tournoi. l'année dernière, Ouais. ce qu'il a fait à Roland-Garros, c'est exceptionnel. Il jouait vraiment pas bien. Ouais, mais il gagne en tour, 3-7 quand même, contre Andujar. Non, après Isner. Mais bon, premier tour, il est à 2 doigts de la correctionnelle. Contre Ouais. Andujar, il sauve des balles de 7. Le match, il s'est fait 3-7, mais ça dure 3h15 son match. Ouais, mais c'était quand même, très 3-7, disputé. Ça va, y a pas... Non, mais. D'accord, de temps en temps, on se dit, putain, mais je pense que c'est pas de la fausse modestie. Ouais, Je pense ouais, que ce que son oncle et lui, parce que Tony Nadal, dans les vestiaires, c'est pareil, quoi. C'est un exemple d'humilité et de partage. Et de... Non, mais il va utiliser les mêmes mots que quelqu'un qui va vraiment pas bien, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention un petit Moi, peu. je me souviens, aux mots j'avais qu'on lu des utilise. chroniques sur lui pendant le tournoi, ou ses interviews au fur et à mesure des matchs. C'était alors qu'il était déjà, enfin, il était peut-être plus numéro 1. Enfin bref, il avait. C'était d'une humilité et d'une sincérité, d'une lucidité incroyable pour un mec aussi fort et qui visait la victoire finale. Ouais, c'est un peu déconcertant. Et c'est déconcertant, quoi. Il te dit qu'entre les matchs, il travaille, il continue de chercher parce qu'il se sent pas bien, parce que il va travailler, et puis petit à petit, il met son jeu en place, et puis ça monte. Et à la fin, c'est lui qui gagne. Là-dessus, c'est chapeau, quoi. On évoquait Novak Djokovic. Alors justement, à l'inverse, comment Djokovic est perçu dans les vestiaires? Est-ce que tu as le sentiment que depuis son accession à la première place mondiale, il a un petit peu changé? Quel regard justement portent les autres joueurs sur lui? Est-ce que c'est le même que celui que vous portez sur Rafael Nadal? Non, il y a moins d'admiration pour le bonhomme. Ce qu'il a fait l'année dernière en termes de tennis. Personnalité plus complexe peut-être. Oui. Ce qu'il a fait l'année dernière en termes de tennis, c'est tout simplement incroyable. C'est digne d'une des plus grandes années de Federer ou de la plus grande domination de Nadal sur terre battue. C'était fabuleux. Après, je ne sais pas s'il en souffre ou s'il recherche ça à tout prix, mais Federer et Nadal, dans les vestiaires, restent au-dessus de lui, quoi qu'il arrive. En termes de respect, en termes d'admiration, en termes de... Le nombre de fans aussi. Sûrement, ouais, en nombre de fans. Ouais. Federer, partout où il va dans le monde, ses cours d'entraînement, c'est surbondé, plein à craquer. Ses matchs, c'est la folie, c'est un vrai show, c'est plus un artiste qui va faire une représentation. Maintenant, Federer, au fil des années, avec tout ce qu'il a construit, avec tout ce qu'il a fait. Et puis Nadal, dans un autre style, ce que je viens de dire, avec ces combats qu'il mène, avec ce match de légende à Wimbledon contre Federer, qui est certainement le plus grand match de l'histoire du tennis, qui a dépassé Borg McEnroe. Il a... à force de bagarres et de combats épiques comme ça, il a forcé le respect, il a forcé l'admiration de la part des joueurs, mais même du grand public, parce qu'on s'aperçoit qu'aussi il est adoré et adulé partout dans le monde maintenant. Et je pense que Djokovic, il est un cran en dessous, malgré sa victoire à l'US Open qui est incroyable, sa victoire à l'Open d'Australie contre Nadal encore qui est absolument ahurissante. Effectivement. Je pense que par exemple, si Nadal avait gagné ce match, ça aurait eu encore plus de retentissement que le fait que ce soit Djoko qui a gagné. Ouais, parce il est invaincu depuis 1 an maintenant en Grand Chelem, Djokovic. Wimbledon, US Open, l'Australie. C'est vrai. Il a peut-être bouclé la boucle. C'est qui le dernier qui a fait les 4 à la suite, même sur 2 ans, chez les mecs? Ah oui, c'est Lever. Qu'il a fait la même année. Lui a fait les 4 dans la même année. Les 4 à la suite, c'est Lever. Ça s'est pas vu depuis. Ça s'est pas vu depuis. Même sur 2 ans. Non, parce qu'Agassi, Federer, non. Et ouais, ils l'ont fait, mais bien sûr. Bon, on le disait, le grand gagnant de cette folle semaine, c'est Roger Federer, qui a battu en finale Thomas Berdych, 7-5 au 3e set. Alors, lui, il n'a pas ronchonné. Federer, il a fait le job, il a su s'adapter. Et bingo, puisqu'en plus, en remportant le tournoi, il est repassé numéro 2 mondial. C'est vraiment quand même un joueur étonnant. Il avait ronchonné pour les autres. Il avait dit, on en avait parlé la semaine dernière, je suis déçu pour Rafa parce qu'il n'a pas l'air d'aimer la surface. Mais il n'avait pas dit ce qu'il en pensait. Donc, voilà. Puis la petite stat qui est étonnante, depuis l'US Open, Roger Federer a remporté 45 des 48 matchs qu'il a disputés. Il est dans un rythme et une dynamique. Il va peut-être se mettre à battre le record de Connors. C'était 109 tournois gagnés. Là. Ah non. Il y a 74. Attendez, il veut jouer jusqu'en 2016, encore 4 ans. Non. Par contre, à mon avis, dans un coin de sa tête... Personne ne le battra plus. Ouais, celui-là, personne ne le battra plus. Mais à mon avis, dans un coin de sa tête, il a quand même le nombre de semaines numéro 1. Il a eu une semaine, non, de battre Lendl, non?
de battre Sampras. Sampras. Il a une pardon. semaine Comme un gardon à il a une Roland. semaine de Égalité retard. ou il a une Ouais, semaine il a en une retard semaine derrière. Ouais, donc il lui faut 15 jours. Et il le sait que ça repassera par une victoire en Grand Chelem. Et lui, justement, s'il arrive numéro 2 à Roland et qu'il est dans le tableau de Murray et que Djoko cire Nadal en demi, Ça serait bien qu'il batte pour lui, ce serait bien qu'il batte Nadal à Roland pour la première fois. Ça va être difficile. malheureusement, ça n'arrivera pas, je pense que ça n'arrivera pas. Les Par conditions contre, de jeu par contre, sont à mon avis, Djoko est celui qui est le mieux placé pour battre Nadal. Ouais. Il a vraiment le type de jeu parce que c'est celui qui joue le mieux tôt après les rebonds, c'est celui qui a le meilleur œil. Donc, si Djoko élimine Nadal du tableau, Federer pourrait éventuellement regagner. Mais je le verrais plutôt dans toute sa préparation venir sur les tournois d'air parce qu'il a quand même l'or des Jeux Olympiques au coin de l'œil. Et ça, il a tout gagné sauf ça et la Coupe Davis. Bon, s'il peut prendre ça, ça sera pas mal. Ouais. On peut évoquer évidemment les joueurs français avant de conclure sur ce tournoi de Madrid. Côté français, on se réjouissait quand même parce qu'il y avait 4 joueurs en 8e de finale et puis ils ont tous perdu. Joe Tsonga contre ce diable d'Olgopolov, Richard Gasquet contre Roger Federer, Gaël Monfils face à Thomas Berdych, il a même pris une fessée, Gaël ce jour-là, puis Gilles Simon contre Tipsarevic. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est plus la déclaration de Joe Tsonga expliquant... il rêvait d'une petite rivière, d'une canne à pêche, d'une petite glacière avec quelques bières dedans. Visiblement, mentalement, un petit peu fatigué, le Joe. Je ne sais pas si tu en as parlé avec lui. Je n'avais pas parlé avec lui, mais de ces 4 défaites, effectivement, lors de ce jeudi, je pense que c'est celle-là qui est la moins bonne, on va dire, parce que Richard qui perd contre Federer. Il arrivait des stories, il avait fait 2 bons matchs Gilles contre qui perd Bellucci contre et Tipsarevic tard le soir en 3-7, non Tipsarevic a vraiment bien joué. Tipsarevic, on s'aperçoit qu'il était... On peut perdre contre Tipsarevic. Et sur cette surface, on a pu s'apercevoir. Gaël qui joue un Berdych très en forme, on l'a vu aussi. Ouais. Sur une surface qui l'avantageait pas, Gaël. Il revient depuis longtemps, il n'a pas enchaîné les matchs. Donc bon, c'est pas... Mais Joe, moi j'ai vu son 3e set, ça manquait de... Ouais, ça manquait de peps, quoi. Ça manquait de Joe, quoi. C'est pas Joe qui est conquérant sur le terrain, qui assomme l'autre, qui lui monte. Il essaye de le faire, mais on sent qu'il y a un petit truc qui manque. Et effectivement, après, quand il dit ça en conférence de presse, peut-être qu'il a besoin de retrouver un peu de fraîcheur avant les grosses échéances qui vont arriver. On peut peut-être aussi glisser un mot sur Thomas Berdych, demi-finale à Rome, finale à Madrid. À Monte-Carlo, pardon. Heureusement que tu es là, Julien. Il a vu le tour à droite avant. Voilà, j'ai vu le tour. C'est ça. Mais il va peut-être être en demi-finale à Rome, Thomas Berdych. Voilà. C'est quand même un joueur formidable, hein. Jean-Paul. Techniquement, quelle pureté. Je le trouve étonnant, le bonhomme. Mais il me gêne d'autant plus que c'est un de ceux qui est le plus capable de battre Federer. À chaque fois, ce sont des matchs au couteau. Il le bat souvent. Enfin bref, je n'aimerais pas qu'il le rencontre à Roland-Garros trop tôt, quoi. Ce sera pas possible. Non, ce sera pas possible. Mais oui, c'est un formidable joueur. Il va rester dans les 10 meilleurs. Ils vont s'échanger entre Joe et lui. Pourrait peut-être même rentrer dans le lot des 4 et faire un 5e du même niveau, j'entends. Parce que il a quand même des résultats qui sont en moyenne très lourds. Il est très régulier. Malgré tout, on a parfois le sentiment qu'il n'arrive pas à complètement basculer. On l'a vu comme il a terminé sa finale. Des grosses fautes pour terminer, pour pas offrir évidemment la victoire à Federer. Mais bon, il a quand même un petit peu... Il y a eu un jeu mouillé à la fin. Il y a eu un jeu étonnant dans le 3e set où il se retrouve à 0-40. Ouais. Là, il sert 3 aces. On se dit, ça va, il a rétabli la situation. Et derrière, il a servi 2 doubles fautes. Et il a offert le break à Federer. Il est peut-être là le problème de Berdych, parce que dans le jeu, dans tout ce qu'il fait, dans les coups, physiquement, il est là. Peut-être que son ordinateur, au moment où il faut fonctionner à 100%, il fonctionne peut-être à 90%. Et que peut-être n'arrivera-t-il pas à passer ce cap. C'est possible. Je suis en train de réfléchir à des Berdych, Beneteau. Wimbledon l'année dernière, mais c'était justement c'était la fin de ma période creuse, avant que je reparte à 3 semaines après Akshat. J'en avais pris une très bonne. J'avais pris 3-7 et avec un sentiment d'impuissance. C'est un des types les plus difficiles à jouer parmi les meilleurs. Ouais, il est dur à jouer parce qu'il a des frappes sèches et lourdes à la fois, et qu'il n'a pas trop de faiblesse du fond du court. Ces 2 coups, il fait tout bien. Quand il a ses appuis posés, que ce soit en coup droit ou en revers, c'est très solide. Très ça part. Il est capable de faire des coups gagnants, de partir long de ligne de n'importe quelle position.
Il sert bien, il agresse au retour, donc ça fait beaucoup de choses. Très, très bien. Ça fait beaucoup de choses. Bon, on va peut-être clore ce long chapitre madrilène et on va filer à Rome pour l'effet rétro de Julien. Radio Tennis Play. Depuis dimanche au Foro Italico de Rome, le 3e Masters 1000 de l'année sur terre battue bat son plein. Un rendez-vous historique du circuit où il s'est souvent passé des événements absolument abracadabrantesques. C'est là, tout simplement, qu'on trouve les anecdotes les plus invraisemblables, sans doute, de l'histoire du tennis. Et c'est pas Jean-Paul qui me contredira. Je sais que vous aimez beaucoup le Foro Italico. On en a déjà parlé ensemble. Donc j'ai fait une petite liste. Merveilleux. Est-ce que c'est un de tes tournois? Je te coupe, Julien. Est-ce que c'est un de tes tournois préférés, Julien? C'est un tournoi très sympa. Mais t'as pas connu l'époque où le public était fou. Il y a un nombre d'anecdotes, là j'ai tout ça sur papier. Mais vraiment, les arbitres. Ça a été très très loin, le public et les arbitres. Je commence par les trucs un peu poétiques. En 63, par exemple, il y a un juge de ligne qui va voir un vendeur de glace en plein milieu d'un jeu et qui quitte donc sa place. C'était Tony Picard qui jouait, il s'en souvient encore, parce que c'était un point très important. C'était devenu l'entraîneur de Stéphane Hellberg. Le mec se casse en plein milieu, rien à foutre du match. En 88, il y a un caméraman de la RAI qui, depuis les hauts de sa grue, avait demandé en hurlant à ce qu'on lui apporte un sandwich en plein milieu d'un point. Ça j'adore aussi. Toujours en 88, il y a un stade de foot qui est pas loin du Foro Italico. Il y avait l'AS Roma qui jouait, la foule s'était mise à hurler au moment en plein milieu d'un point. Pareil, contrôle impromptu des billets pendant la balle de match en 88 entre Lundell et Perez Roldan. Voilà les contrôleurs qui arrivent dans les tribunes pendant le jeu. Contrôle des billets, s'il vous plaît, ça c'est pas mal aussi. 2 grosses coupures de courant nocturne en 87, ça serait banal si ce n'était pas arrivé à John McEnroe. 1h30, les 2 coupures de courant. Ça, t'es en train de jouer un match le soir, il n'y a plus d'électricité. Quand tu t'appelles McEnroe, je pense qu'il y en a qui ont dû en entendre quelques-unes. Je passe. Ah tiens oui, il y a le supporter italien qui hurlait après chaque point. Coupe Davis 77, ça c'est cultissime. La police doit intervenir. 10 minutes d'interruption. Le juge arbitre de la rencontre Italie-France, c'était Orlando Cirola. Il faisait 150 kilos, le supporter en question. Le mec était derrière. Je me rappelle bien de lui. Il était derrière la chaise d'arbitre, clope au bec en permanence. Et dès qu'il y avait un litige, il arrivait. C'est comme avec sa clope là. Et il y avait donc des sondes sur le cours. Enfin, comme le reporter de football argentin qui à chaque fois qu'il y a un but hurle. C'est un peu ça. C'était inspiré de ça. Et il y avait aussi, voilà, j'ai gardé le meilleur pour la fin, beaucoup de problèmes avec Adriano Panatta, qui était la star locale. Et il fallait faire très attention à soi quand on jouait face à Adriano Panatta, parce que le public devenait fou. C'était interdit de battre Panatta à Rome. Jamais contesté une erreur d'arbitrage. Jamais. Sinon, le public était sur le terrain. Ouh là là, j'ai joué contre Panatta sur le central du Foro Italico. J'ai perdu. C'est ce qui me paraissait la chose la plus prudente à faire un jour. Le joueur américain Bill Scanlon. En 78, Björn Borg, numéro 1 mondial, se prend des pièces de monnaie dans la figure quand il sert. Le match dure 5-7, c'est extrêmement serré. Et Borg joue le jeu, il les ramasse, il les met dans sa poche et il dit rien. Il dira plus tard dans sa bio cette phrase magnifique, les pires spectateurs sont ceux qui s'ennuient. Voilà, donc il a pardonné aux spectateurs romains, c'est incroyable. Il n'avait pas encore été ni au Pérou, ni au Chili, ni en Équateur. Non, mais il n'est jamais revenu à Rome. Il n'est jamais revenu jouer à Rome après ce match contre Panatta. En 76, on a Harold Solomon qui se fait siffler à mort et qui préfère partir pour sa sécurité, voilà, en plein milieu d'un match, donnant la victoire à Adriano Panatta. En 78, alors ça c'est incroyable, Igaras mène 6-1, 5-0 contre Panatta en demi-finale. Il est interdit de battre Panatta, je le disais, donc comme Connors à New York ou Pecci au Paraguay. Le public jette des canettes de bière sur José Igaras, qui va se mettre à perdre pas mal de jeux. Il mène 6-1, 5-0, donc il a 2 doigts de se qualifier pour la finale. Bertie Brown, l'américain, redonne 2 balles à Igaras parce qu'il estime que Igaras a été gêné. La connerie qu'il n'a pas faite, Bertie Brown, il y a une émeute. Et Bertie Brown, l'arbitre, a décidé de quitter le court, tout comme José Igaras. Donc Panatta est resté tout seul. L'arbitre et le joueur qui quittent le court pour laisser le deuxième joueur seul. En plus, José Igaras, extraordinaire. Il avait un service. Le début de son service, ça prenait 1 heure. Ah bah oui. C'était effrayant. Et lorsqu'il commençait à mener, s'il allait déclencher son geste. C'était. Et lorsqu'il a commencé à mener, tu avais les 8000 spectateurs du Foro Italico qui faisaient oh, et l'autre il pouvait plus quoi. On a Ivan Lendl en 88 qui s'est pris des Ivan Vafaikulo quand même pendant tout le match alors qu'il était numéro 1, c'est pas très gentil. Un des derniers cas assez chaud, ça remonte à 2001, c'était un match d'Arnaud Clément contre un joueur qui est décédé depuis Luzzi. Clément s'est il a envoyé des baisers à la foule. Arnaud, il a dit j'ai dû me retenir pour pas leur faire des doigts et leur dire que c'était tous des enculés, excusez-moi. Non mais bon, ça a été très chaud, mais belle réaction de Clément qui envoie des baisers à la foule, c'était un geste plutôt réaction intelligent. de capitaine.
Voilà. Mais depuis, non, c'est vrai que ça s'est calmé. Je sais pas, Julien, si tu aurais aimé jouer avec des canettes de bière sur le cours. Non, Je non pense mais que- c'est vrai que c'est... À voir. T'as pas eu d'expérience un peu chaude à Rome? Si, à toute proportion gardée. J'ai joué il y a 2 ans Volandry sur le petit central, le central Alto. Ouais. On sent quand même qu'il y a Ah, une ouais. culture de. Ouais, c'est sur un tournoi commun entre guillemets, c'est rare de ressentir ça, Ouais. effectivement. On sent, ouais. La culture est restée. Voilà. Merci Julien, on verra si c'est plus calme cette semaine Ouais, non, à Rome. Et on va A tout de priori, suite sauter au tweet. Radio Tennis Play. Alors je sais pas si vous avez vu ça sur Twitter, mais Ivan Lubicic et des joueurs américains ont eu un échange aigre-doux. Point de départ de l'affaire, ce message du Croate, jeune retraité. Je me demande à quoi ressemblerait le circuit si les joueurs européens zappaient les tournées américaines comme le font les Américains pour les tournois européens. Ah, ouais. Alors là, les Américains furax. Là-dessus, John Isner prend son ordinateur, si je puis dire, et explique « Je suis quasiment sûr que Mardy Fish est malade », puisque donc Mardy Fish, pour le moment, n'est pas arrivé en Europe et ne jouera sûrement pas sur terre battue. Donc, premier Américain à défendre Mardy Fish. Arrive ensuite Andy Roddick, qui déboule, là encore... Qui n'est pas là, lui, d'ailleurs. Oui, qui n'est pas là non plus, pour défendre Fish. Je sais de source sûre que Fish traverse de gros pépins physiques en ce moment. Tweet irresponsable de Ivan Lubicic. Bon, je vais pas vous lire... Oui, Kéré là-dedans. Pardon ? Oui, Kéré. Sam Kéré, je crois qu'il est à Rome, justement. Il y est. Oui, ça y est. Bon, je vais pas vous lire tout le dialogue, mais il est assez riche et assez assaisonné. Allez sur Twitter, c'est assez long, et c'est aussi assez instructif, justement, sur les batailles qu'il peut y avoir entre les joueurs européens et les joueurs américains. Est-ce que vous ressentez ça un petit peu sur le circuit, cette dualité Europe-États-Unis? Pas de manière, je veux dire, vraiment marquée. Mais c'est vrai que nous, comme je l'ai dit, Indian Wells Miami sur un mois, pour nous, c'est une hérésie totale. On cherche de la place dans le calendrier. Voilà. Et des tournois et la tournée d'été au mois d'août, elle peut même commencer mi-juillet si on a envie. C'est vrai qu'il joue, il y a plus d'Américains et plus d'Asiatiques que d'Européens à ce moment-là. Mais après, sur les gros tournois, tout le monde est là. Les Européens ils viennent, mais ce sont des Masters 1000. C'est vrai que sur des tournois comme Madrid et Monte-Carlo, les Américains viennent pas. C'est vrai que si nous, sur Toronto, Cincinnati, avant l'US Open, on venait pas, je suis pas sûr que... Ça se sent d'autant plus de nos jours, parce qu'il fut un temps, il n'y a pas si éloigné, où il y avait 50% du tableau qui était composé par des Américains. Eh oui. C'est vrai. Hommes et femmes. C'est-à-dire qu'à l'époque, s'ils n'étaient pas venus du tout, on l'aurait vraiment senti aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà. Non seulement ils sont à peine 5 ou 6, allez, une dizaine dans les grands tableaux, mais en plus, c'est pas les meilleurs. Alors, on les oublie un petit peu, voilà. Twitter, Julien, tu t'y es mis il n'y a pas très longtemps. Ouais, c'est Gaël, mon fils, qui m'a T'es un assez peu- actif d'ailleurs, donc vous pouvez suivre Julien Beneteau sur Twitter, qui délivre quelques messages de temps en temps. Allez, on va passer au quiz et voir si notre ami Bennett a une bonne mémoire. Radio Tennis Play. Bon, Jean-Paul, tu peux être tranquille, le quiz ne te concerne Ah, pas merci, du tout. Merci. On a... Chaque On a semaine, il me simplement plante. Julien qu'on va cuisiner et voir s'il se souvient bien des moments clés de sa carrière. Oh, mince. Moi, je pense que oui. Ah oui, Moi, oui, je, ça moi, va. alors là, moi, Ouais. je pense que oui. Je pense que Ah tu ouais. fais partie des joueurs qui se souviennent de tout ou presque. Ouais. Alors, est-ce que tu te souviens de ton tout premier match professionnel, ton tout premier match en futur? Premier match en futur. Ouais. Dans le tableau final. Ouais. Pas la première victoire. Hein. Non, Premier non, non, match. non, ouais. Alors ça devait être en 99, 98. 98. En fait, cette année-là, tu n'en as joué qu'un. C'est Donc c'est une là. qualif d'un futur. Je sais pas, je dirais à Plaisir ou à... C'est en Presque. France, c'est sûr. C'est en France. Ou à Feucherolles, ou à Plaisir, ou Mulhouse, ou Melun. Ah, pas mal, Mulhouse. En fait, c'est à Forbach. À Forbach, ouais. Et Exact, tu sur avais, Moquette. tu avais joué un Allemand qui s'appelle Matthias Müller, Ah, ça, je m'en souviens qui pas. était 481e mondial. Toi, tu avais
17 ans. Même en pas. fait, Il y a Je savais pas encore, j'avais ouais. 16 ans et demi. Et cette année-là, c'est le seul match que tu joues sur le circuit pro. En revanche, donc, deuxième question, ta première victoire pro en futur, est-ce que tu te souviens? Clermont-Ferrand, Ouais. futur, Arel Lévy. Oh là là, Ah ouais. respect intégral. Qui était, Il était dans les 200, non? 235e, Voilà. ouais. Il était de Série A. Et toi, Il était de t'étais- Série A du tournoi. Effectivement, et toi, tu n'étais pas classé. T'as vu la Tu gagnes concentration du bonhomme, là, 6-4, comment il va 6-2. chercher loin. Pas mal, hein? Pas mal. Alors, je suis tombé sur un truc rigolo, justement, en déroulant ton palmarès. Est-ce que tu te souviens de ton premier match pro contre Michael Laudra? Avec Nicolas Barthès en double. En simple, hein? En simple. Ouais. À plaisir, non? Absolument. Il Oh, il est fort. m'en a mis une bonne. Hein. Absolument. Ouais. 6-0, 6-3. Ouais. 25 septembre 2000. Il était déjà 137e. Ouais, moi j'étais. Et toi, tu étais j'étais loin, 464e. Bon, allez, une facile. Ouais, à dire. Premier match à Roland-Garros dans le grand tableau. Arnaud Clément, 6-0, 6-1, 6-7-5, 6-4, 6-3, Pas 6-0, mal. 6-1, 6-4. 6-0, 6-1, 6-4. Toi, tu es 197e mondial à l'époque. On est Sur en le 2002 et lui, il est 47e. Je peux en rajouter une de question? Vas-y. Non, mais on s'était croisés juste après ton premier tournoi ATP en 2001. Donc là, on passe de la catégorie future à ATP. Je venais d'arriver à Paris. Pour moi, c'était incroyable de parler à un joueur professionnel. Et je me suis dit, waouh! Et tu te souviens de ta première victoire, j'imagine. C'était un joueur italien de 36 ans. Gianluca à l'époque. Pozzi. Ouais. Je dis, waouh, le mec a battu Pozzi, je suis en train de lui parler. Quoi. Et tu avais joué Ljubicic après. Je crois que tu avais été le seul cette semaine-là. Ljubicic qui avait gagné le tournoi. Le breaké. Je l'avais breaké 4 fois dans le match et Ouais. il s'était fait breaker 5 fois dans la semaine. Voilà, c'était ça. Et j'avais perdu 7-5, 7-5. Pas mal. Et c'était ton premier C'était mon premier tournoi c'était ATP. mon premier tournoi. Enfin, la première fois que Sur le grand circuit. je m'étais qualifié, c'était chez moi à Lyon. Une autre facile. Première victoire à Roland-Garros dans le tableau final. Et ben en 2004, alors sur 2003, je fais le premier tour contre Novak, non? Et en 2004, je bats Max Mirny Ouais, ouais. il est fort. sur le 17. 7-5, 7-5, 1-6, 6-3. Mirny qui était dans sa bonne période. était de série, il lui. était 31e mondial. Ouais, Toi, et- tu étais 92e à l'époque. Ça servait pas mal Après, celui-là. Serveur volleyeur Et formidable. après, je bats Ouais. Ferrer. Absolument. Premier match en 5-7 à Roland-Garros. Je vais quand même réussir à le coller. Alors, on est en 2004 là, contre. Donc, je fais pas de match en 5-7. En 2005, je perds contre Gaudio en premier. Ah, bah, c'est en 2006 quand je fais quart. Ouais. Donc, 2006, je fais quart, Tipsarevic, Bagdatis, deuxième tour. Ouais, bah, Sur Bonne le- réponse. Bonne réponse. Sur le Bagdatis, absolument. Sur le 1 6-4 qui au était 5e. 19e. Ouais. 3-6, 6-4, 6-3, 6-7, 6-4. Il n'y en avait pas Et- un contre Stepanek aussi, non C'est Et t'étais 4-7. 4-7. Ouais, 4-7, Et donc, effectivement, c'était pour évoquer ton parcours cette année-là. Quart de finale à Roland. Tu étais 95e mondial. Donc, tu avais battu Tipsarevic, Bagdatis, Stepanek en 4-7. Et tu avais ensuite bénéficié de l'abandon d'Alberto Martin. Bon, Julien, on va s'arrêter là. Mais on a pu voir que quand même, ta mémoire fonctionnait vraiment sur les bien. Mais tournois bon, en France et Roland Garros, ça marque. on pourrait faire ça pendant des heures. Radio Tennis Play. Allez, on en arrive au générique de cette 15e émission de Radio Tennis Play. Merci à vous trois. Merci aux Merci. équipes de TL. On peut dire merci, ça va plus vite. ça va bien, merci. Au revoir, merci. Et merci aux équipes de Tennis Play. Vous pouvez toujours nous contacter via notre page Facebook Tennis Play, notre compte Twitter Tennis Play TV. Que tu suives Tennis Play sur Twitter désormais, mon cher Julien, ou par mail à l'adresse contact@tennisplay.fr. Le tennis à la télévision cette semaine, c'est Rome évidemment, à suivre sur Orange Sport pour ceux qui l'ont, ce qui n'est pas le cas de Julien. Mais bon, il y a Internet aussi pour heureusement suivre les Masters 1000. Et puis ce tournoi de Rome est à suivre sur Eurosport pour les dames. On peut aussi évoquer le tournoi Challenger de Bordeaux, Ouais. qui est un Avec un beau tournoi Gros tableau. formidable cette semaine et qui est à suivre sur ma chaîne Sport. Mais si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne Sport, sachez que la finale de ce tournoi sera retransmise en streaming sur le site web de France 3
Aquitaine. Je me suis renseigné auprès de la direction du tournoi pour savoir ça. Et puis, vous pouvez évidemment toujours, à tout moment, aller sur Tennis Play, canal 140 de la Freebox et sur le web, afin de vous régaler de tennis d'hier ou d'aujourd'hui. Il y a plein de nouveaux matchs de Roland-Garros qui ont été mis en ligne. Allez, rendez-vous la semaine prochaine, car pour aujourd'hui, C'est fini. C'est fini, Michel. C'est fini. C'est fini.